Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 465 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 8e numéro de notre Top 100 participatif, Top 100 joueurs NBA 2025 avec Shai Mamou de Basket Session Rivers aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e numéro de notre Top 100 participatif avec plein de monde de médias différents. Et aujourd'hui, plus qu'un média, c'est le MVP. On est avec Shai aujourd'hui. Comment ça va, Shai? Ça va, Guillaume. Merci beaucoup. Merci encore de l'invitation. C'est toujours un moment sympa de participer à ça avec toi. Bah, bravo pour les finales, hein. Franchement, on a tous été... C'est un bel accomplissement, j'avoue. J'aurais surtout pas cru, en vérité, j'aurais surtout pas cru qu'un mec avec mon prénom, même s'il se prononce pas pareil, devienne un joueur NBA correct. Alors un MVP des finales, j'avoue que je m'enorgueillis de ça. J'allais faire une blague sur le fait que tu parles bien français pour un Canadien en plus. Non, mais bon, sans accent. Non, c'est Shai Mamou, évidemment, que vous connaissez, de Rivers Basket Session notamment. D'ailleurs, vu qu'on parle un peu de Rivers, petit moment promo, puisqu'il y a toujours les CQFR, il y a toujours tous les formats habituels de Basket Session. Il y a le MOOC aussi, je te laisse aussi en parler du nouveau numéro. Et il y a en plus une autre promo avec un nouveau podcast chez Rivers. Absolument, comme tu le disais, tous les matins, le CQFR sur la chaîne YouTube. Pour revenir rapidement sur l'actualité des derniers jours, de la nuit écoulée souvent, le nouveau podcast, c'est le mercredi avec Frédéric Yang qui s'appelle Le Jeu, une sorte de, il aimerait pas forcément la comparaison, mais une sorte de mind the game à la française, où il aura des invités pour décortiquer un peu les aspects technico-tactique du jeu. Ouais. Donc voilà, il y a toujours la même atmosphère sympa, et Fred est un collaborateur de longue date, on est super content de pouvoir faire ce podcast avec lui. Donc vous avez tout ça sur la chaîne YouTube au quotidien, on a des contenus quotidiens, et puis vous avez pour le MOOC, on travaille sur le prochain, le thème n'est pas encore dévoilé, vous le saurez très très bientôt, mais restez à l'affût, on va essayer encore une fois de vous proposer quelque chose de sympa et d'intemporel, voilà. Et celui d'avant, c'était on avait sorti une anthologie juste avant. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, chronologiquement, c'était l'anthologie. Et juste avant, ça remonte un tout petit peu plus, mais c'était celui sur Miami. Voilà, Miami en mars, exactement. Avec je me souviens, le rose, là. Ouais. La belle couleur rose, comment on appelle ça? Miami Vice, non? C'est ça exactement, ouais, c'est ça. Mais mince, j'ai perdu ce que j'allais dire. Non. Oui, non, Fred, le podcast avec Fred, j'ai vu ça en très joli studio, enregistré le premier numéro avec Théo. C'est tous les mercredis, d'après ce que j'ai compris. Exactement, tous les mercredis, normalement l'après-midi, parce que le matin il y aura toujours le CQFR, mais tous les mercredis vous pourrez retrouver ce rendez-vous-là, ouais. Alors pas que tactique, hein, parce que lui il est aussi un peu coach, il bosse dans une nouvelle boîte, là il nous en avait parlé notamment. Donc ouais. Il y a aussi un aspect pas que décortiquer des systèmes à l'écran, c'est vraiment parler avec des coachs, parler avec des gens du milieu, de jeux, de un peu tout quoi. Donc voilà, le jeu. Et puis non, c'est vrai que la CQFR, c'est on se dit mais pendant l'intersaison ils vont pas y arriver à faire un par jeu. Et en fait il y a toujours un truc, hein, c'est la NBA, en fait il y a toujours un truc. Là dernièrement il y avait l'affaire Kawhi Leonard, tous les matins, tous les jours il y a un truc, c'est fou quand même. C'est une ligue, c'est 24/7 comme ils disent, hein. T'as toujours de l'actu n'importe quand, et c'est presque les périodes non sportives entre guillemets où il y a pas de matchs qui sont les plus commentés, les plus suivis par les gens, la période des transferts et autres. Il y a toujours quelque chose. Je ne dis pas que parfois qu'on ne brode pas, mais que parfois on cherche un peu loin sur des sujets pour trouver quelque chose, mais il y a quand même souvent des choses sur lesquelles on peut discuter. Ouais, et puis là, vous savez qu'il va y avoir un 3e numéro, je pense qu'il va tomber sur Kawhi, peut-être la trilogie de l'enquête de Pablo Torre, là, il y a encore un truc qui va tomber, et chaque fois, il y a un truc de plus vers la preuve, tu sais, on n'y est pas totalement, mais... il en a encore sous le coude, le Pablo, je pense, hein. Ouais, je pense alors ça doit être une technique journalistique de lancer des trucs, de voir quelle personne, ah tiens, c'est sorti, je peux venir en parler, etc. Il avance à petits pas, mais bref. Donc voilà, les CQFR, évidemment, un pilier depuis combien maintenant? Plus de 2 ans, je crois, non, les CQFR? Je ne dis pas de bêtises, plus de 2 ans, ouais. Ouais, c'est quand même dingue d'arriver à tenir ce rythme-là. Bon bref, Shai, tu connais le format du top 100, on a 100 noms, on a une playlist qui a été faite par les auditeurs sur Twitch, on prend à chaque fois 5 noms plus ou moins au hasard dans cette playlist pour éviter d'avoir une QA avec Jokic, Doncic, SGA, après une QA avec
avec que des petits joueurs. Et voilà. Donc on les classe 5 par 5. Pour l'instant, on a un top 35. Et justement, est-ce que tu as des demandes à faire pour ce reclassement, pour reclasser, décidément, j'arrive plus à parler dès le début. Est-ce que tu as des remarques à faire par rapport à ce qu'on a déjà fait? Ce qui m'a un peu sauté aux yeux en regardant, c'est j'ai trouvé Jaren Jackson Jr. un peu haut, peut-être à la 6e place. Ouais. Même si je pense faire partie plutôt des gens qui sont qui aiment bien le joueur et qui croient plutôt en lui, mais je l'ai trouvé un peu haut. Même si en dessous il y a des joueurs qui peut-être à ce stade de leur carrière sont pas forcément de meilleurs joueurs que lui, mais c'est peut-être le truc qui m'a un peu interpellé. Sur le reste, en revanche, ma foi, je suis très content. C'est plus de la satisfaction personnelle, mais voir Toumani Camara, dont je fais la promo tous les jours quasiment dans le CQFR, de me réjouir de sa présence. Alors, je sais bien qu'il ne terminera pas 29e, malheureusement, mais non, sinon, écoute, ça me paraît sympa déjà de voir ces premiers noms-là. Paolo Banchero, 13e, en dépit de ses critiques sur l'efficacité. Je suis aussi content, en tant que fan de Magic, je crois en Paolo. Voilà. Oui, et en plus Paolo il fait une saison qui est un peu particulière par rapport à sa blessure. Tu vois, je pense que si on avait eu le Paolo de début de saison, mais sur 50 matchs, quoi, ça aurait pas été pareil que là, celui qui était encore blessé aux abdos, qui était revenu parce qu'il fallait bien revenir, etc. Quoi. Ouais, bien sûr. Non. Pour JJJ, la théorie c'était le côté finalement c'est un défenseur d'élite, donc la protection de panier. Après voilà, ça dépend aussi comment est-ce que les gens valorisent et pondèrent la protection de panier. Moi j'ai tendance à pas mal la valoriser aussi, et plus le développement du drive et du scoring. Après, c'est vrai qu'il est possible que quand d'autres noms viendront dans le classement, ils pourraient peut-être passer devant. Tu vois, je te dis ça parce que derrière, c'est pas que c'est des joueurs nuls, mais c'est des stars, mais un peu plus imparfaites, quoi. Cade, il y a un côté héliocentrique, mais bon, pas mal efficacité, mais pas plus. James Harden aussi, c'est un peu le même moule avec encore moins de volume. Wagner aussi, l'efficacité, on est autour de la moyenne, c'est pas catastrophique, hein, mais voilà. C'est vrai que par contre, tu vois, rapprocher de Ja Morant, ça m'aurait pas choqué de Jaren Jackson. Ou alors toi, t'aurais même carrément mis l'inverse, peut-être d'ailleurs, non? Ja Morant devant Jackson? Dans l'absolu, peut-être, ouais. Mais les rapprocher, peut-être le mettre devant. J'attends de voir ce qu'il va donner quand même après ces derniers mois, ces dernières années un peu chaotiques. Mais oui, dans le joueur que je pense qu'il peut être. Je pense que c'est assez proche. Et pour JJJ, c'est ça aussi, c'est sa saison de meilleur défenseur de l'année, les progrès entrevus par ailleurs offensivement, le joueur global qui peut devenir ça me semble être dans ce range-là, hein, mais ouais, non, ça me choque pas honnêtement. Moi peut-être que je les aurais mis un poil plus près, mais ça me choque pas. Non, je suis d'accord, mais on était avec... J'ai dû trancher la poire en deux avec Rafa, avec qui on a classé Ja Morant. Après, là où il avait aussi raison, Rafa, quand il a argumenté... Alors, t'as pas pu entendre l'épisode, hein, il est pas encore publié, mais c'est que c'était l'exercice, c'est de juger aussi de facto le 2025, quoi, et pas forcément la théorie du joueur. Et donc, dans ce contexte-là, il a argumenté que il a aussi moins joué, il a été efficace, mais bon, c'est pas non plus la folie. Donc, il y a un côté où je pense que la valeur théorique de Ja Morant est bien au-dessus, mais qu'en effet, il y a une année un peu particulière, tu sais, avec l'attaque sans écran, alors que lui il aime bien avoir des écrans, le coaching ça se passait pas bien, et voilà, tu joues à peine 30 minutes. Je pense qu'un vrai Ja Morant qui a 35 minutes, qui a plus de ballons, qui a plus de pick and roll, peut-être que ça va taper plus haut, presque facilement, j'ai envie de dire, presque il va s'inviter dans le tiers à Liberton, Brunson, Booker, mais on est tenu à qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai, quoi, dans l'exercice du jour. Mais je pense aussi, et après je me sens un peu redevable envers Ja Morant pour tout te dire, puisque dans les pronostics de début de saison d'il y a 2 ans, donc j'avais osé le mettre MVP, et juste après il avait commencé à jouer du fusil, et je pense que je lui ai un peu porté l'œil, donc j'espère une petite rédemption à la fois collective, individuelle, statistique, tout ça pour cette saison. Ouais. Il espère les retours plus de systèmes avec des écrans, notamment les systèmes en pistole, hein, notamment, on parle de ça. Chez Ja Morant. Non, et alors au niveau du best of the rest, je peux te dire, les anciens intervenants avant toi nous ont parlé de Jordan Poole, a été un peu évoqué, Malik Beasley aussi, Malik Monk. Est-ce que tu as d'autres noms que toi tu aimerais inclure dans ce classement? Si on part du principe que c'est sur début 2025, sur 2025, peut-être qu'effectivement il serait borderline top 100 et pas dedans, mais je sais que le Tari Eason qui figure dedans, moi je l'adore, je pense qu'il a vraiment le potentiel pour être dedans. Et les autres Barrett, pour moi ça aussi c'est quelqu'un qui doit être dans ce range-là. McCollum l'a été. Moi là mon chouchou du best of the rest c'est Tari Eason, clairement.
L'argument sur Tarison que j'adore aussi. En plus, Tarison a fait de vrais progrès offensifs. Je pense que un peu passé sous les radars. En plus, la défense est toujours aussi terrifiante. Le problème de l'exercice du jour, je pense que c'est le minutage qui est un chouïa trop faible à 25, tu vois. Là où en fait tu prends la liste des 100 noms, il y a que des gros titulaires, quoi. Donc on avait un peu tranché comme ça dans ce côté où dans les faits un mec qui joue 28 ou 30 ou 32 va accumuler par match plus de valeur, hein, très simplement qu'un mec qui est à 20 ou à 25, quoi. Donc c'était un peu la limite un peu officieuse qu'on s'était mis, mais je suis d'accord. Et tu vois, d'ailleurs il y a l'exception qu'on a faite pour Caruso, qui est à 19 ou 20 minutes par match. Au final, vu le classement, enfin vu le petit minutage, on l'a mis tout en bas, et presque lui, je me dis, est-ce qu'on aurait dû le mettre ou pas? Mais c'est vrai que Tarison, par rapport à Caruso, je pense que c'est pas aussi loin que les gens pensent, à mon avis, le niveau de jeu. Oui, très certainement. Mais bon, Caruso, ça s'entend, l'impact est tellement gigantesque, et sur une équipe qui a été championne et qui a dominé, et qui est encore attendu là-dessus. Je pense que ça s'entend qu'il soit là, très clairement. Ouais. Ok. Barrett et McCollum, c'est aussi un problème d'inefficacité cette saison. Oui. Ouais. Mais c'est des mecs un peu toujours par là, effectivement. Mais je vois que personne, pour l'instant, ne me parle de Shaedon Sharpe ou de Jeremy Grant dans ces best of the rest. Jeremy Grant, j'adore ce joueur, mais il est un peu, il est un peu hors du radar. Shaedon Sharpe, j'attends aussi de le voir sur une saison pleine. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais bon, personne ne remet en doute leur potentiel et leur qualité, hein. Après, il y a des questions d'efficacité, de bondage pour certains aussi, hein. Dedans, on voit Chris Paul, Russell Westbrook dans ton best of the rest, mais voilà. Westbrook, c'est un peu les montagnes russes, hein, parce que selon les matchs, mais y compris des gros matchs, hein, tu peux avoir des top matchs contre des bonnes équipes. Notamment, il y a un match où ils sont de retour à OKC et il est vraiment excellent. Et puis il y a des matchs où en fait, non, quoi. Donc là encore, je sais pas comment juger ça, quoi. Comment juger un Westbrook qui parfois être méga positif et parfois plutôt négatif. Pour illustrer tout ce que t'as dit là, je l'ai vu. J'étais au match entre les Nets et les Nuggets en tout début de saison à Brooklyn. Oui. Et le Westbrook, alors je l'avais vu, mais il y a vraiment en début de carrière en live, hein. C'était incroyable. Je pense que c'était un spectacle assez unique déjà, qu'on l'apprécie ou pas. Et là, le voir à ce stade de sa carrière continuer d'être le même, en fait, toujours à chasser un peu partout, à foncer, un peu tête baissée parfois, à faire des choix discutables, mais être toujours à 2000%, c'est extrêmement impressionnant quand même. Et il y a au cours d'un match en live, tu vois le côté montagne russe que t'évoquais. Et si tu fais une caméra isolée sur lui, c'est assez fascinant, je trouve. Oui, effectivement, mais du coup, je sais pas quoi en faire. Parce qu'il y a vraiment des passages que j'ai bien aimés. En plus, il était payé au minimum, donc la rentabilité qualité-prix, elle était phénoménale, quoi. Ouais, et après, des fois, tu dis oui, c'est pour ça qu'il est au minimum, et presque tu dis, mince, pourquoi est-ce que Denver a pas un mec en plus de rotation, quoi. Par rapport au shoot, notamment, non, je parle pas en général, mais par rapport au shoot, tu vois, le compromis, mais ouais. D'ailleurs, j'en parle assez rarement, mais on a aussi une liste des blessés, donc c'est pas des mecs qui sont pas assez forts, mais que les blessés, on sait pas, il y a pas assez de matchs faits, donc je peux les évoquer. Jalen Suggs, pas assez de matchs, Jalen Johnson, Joel Embiid, bien sûr. Si on devait classer Embiid sur ce qu'il a fait en saison 2025, ça aurait été compliqué. donc pas de Embiid, Lively, Brandon Miller, Ingram, Herb Jones, Claxton. Non, pas Claxton. Claxton, c'est autre chose, pour ça qu'on l'a pas mis. Mais non, Zion aussi. Zion Williamson, blessé. J'en parle parce que je sais pas si t'as vu les nouvelles photos, là, ça y est, c'est relancé la hype. C'est la saison de Zion aussi. Hein. Je pense qu'il s'est mis à Ozempic comme Serena Williams et autres. Ça y est. Eh ben, on verra ça. Enfin, on verra ça. La saison des Pelicans, on verra ça aussi. Bref, donc la QV du jour. Avant qu'on discute, je peux l'annoncer. On a du Jason Tatum aujourd'hui, on a du Paul George, on a du Harrison Barnes et son jumeau Scotty Barnes, mais ce ne sont pas les mêmes. Et puis on a aussi Rudy Gobert. Question traditionnelle avant qu'on en discute petit à petit un par un et qu'on les rajoute au classement. Ces 5-là entre eux, comment est-ce que tu les classerais, ces 5-ci entre eux? Alors, comment je les classe ceux-là? Je mettrais évidemment Jason Tatum en numéro 1. Ouais. Il est blessé, on est d'accord, hein, mais sur la saison passée, c'est ça, ouais. Ça reste l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Je mettrais ensuite, je pense, Scotty Barnes peut-être. Scotty Barnes, okay. Puis Rudy Gobert, Paul George et enfin Harrison Barnes. Est-ce que je peux trahir un secret en antenne où tu m'avais dit que tu étais un peu étonné de voir Harrison Barnes là-dedans? Non, mais effectivement, j'étais étonné de le revoir parce que j'étais pas sûr qu'il passe l'après-liste. C'est ça.
Non, mais comme on dit aussi en antenne, du coup, je vais finir la discussion qu'on avait en antenne, mais c'est qu'en fait, pour une playlist de 100 noms, je pense que on peut en mettre 120, 130, quoi. Parce que selon le jour où on se lève, une certaine fois, il va être classé 89, une autre fois, il va être classé 117, quoi. Ouais, donc, c'est le problème de la pyramide. Quand plus tu descends, plus la base est large, forcément. Donc, la variance de position peut être grande. Bref, donc Barnes, le dernier chez moi aussi, assez facilement. Tatum, premier aussi. J'avais plutôt Gobert en 2, moi, mais toujours sur ce côté. Ma coquetterie pour la défense intérieure notamment, mais encore je suis pas sûr, on va en parler parce qu'il faut qu'on parle aussi de l'attaque et tout ça. Et après duel entre Scottie Barnes et Paul George 3 et 4, je sais pas trop comment classer ça parce que Paul George c'est tellement spécial et comme on juge non pas le joueur en général mais ce qu'il a fait en 2025, on est un peu obligé de prendre ça comme ça. Tiens d'ailleurs, si tu veux bien, commençons par Paul George. Faisons le cas compliqué. 32 minutes par match pour Paul George, je te fais le topo avant qu'on y aille. 41 matchs aussi, donc lui il passe juste assez le cut, donc on le classe de manière normale. S'il était à peine à 20 ou 30, il serait dans les blessés, pas classé, mais 41 matchs à peine, 16 points de moyenne, 5 assists, 5 rebonds de moyenne également. En termes de usage, on est à 23%, ce qui est assez faible pour lui, donc c'est pas un petit volume de responsabilité, et surtout l'efficacité moins 6% relatif à la moyenne, ce qui est totalement une anomalie pour lui et ce qui est largement inefficace. Pour te lancer, c'est très simple, on a une non-saison totale de la part de Paul George, peut-être aussi à cause de blessures ou de déclin physique. Ouais, c'est ça, c'est une saison totalement déprimante pour lui comme pour les Sixers. Il y a eu ça a été une débandade parce que c'était quand même une grosse signature, on se disait que ça allait peut-être régler quelques problèmes chez les Sixers, et là le voir participer à cette saison déprimante puis avoir ses propres problèmes, puis le coup de la diversion, la distraction pardon, que peut être son podcast aussi parfois. Bon, il y a tout un tas de trucs sur cette saison qui est assez compliqué pour Paul George. Là aussi de base c'est un joueur que j'aime beaucoup et donc j'ai tout le temps apprécié l'apport, le côté numéro 1 bis, tout ça. Là sur cette saison, on est obligé d'être je pense un peu sévère ou négatif sur ce que ça donnerait en termes de classement, parce que pour les raisons que tu as évoquées, c'est sa plus faible moyenne de points depuis très longtemps, je crois 2011-2012. C'est la 3e fois qu'il joue aussi peu de matchs dans son 3e total de matchs le plus faible. Puis même en fait les matchs où il était là, et c'est ce qu'il faut juger, les matchs où il était là, j'ai pas trouvé que c'était le vrai Paul George, si on peut dire, qu'il a pas trouvé sa place dans un collectif qui était lui-même un peu dysfonctionnel. Donc je dis pas que c'était simple, mais j'ai pas retrouvé, ça m'a un peu inquiété à vrai dire pour la suite, parce que il y a aussi cette opération au genou qui fait que je ne sais pas si on le reverra vraiment dans les meilleures dispositions. Voilà. Tu te rappelles quand j'ai parlé de Westbrook et du rapport qualité-prix? Ah oui, là c'est l'inverse. C'est plus problématique quand c'est Paul George qui vient de signer un méga contrat avec toujours, je répète toujours ce truc aussi, mais quand tu le signes, il y a un côté où, allez, tu payes un peu cher, mais pour l'avoir plutôt que pas l'avoir en fait. Et tu sais que la fin de contrat peut être compliquée. Tu t'attends pas à ce que le début le soit, quoi. En tout cas, si et le début et la fin sont compliqués, ça laisse peu de très bonnes années rentables, on va dire. Mais non, mais en fait, pour moi, je sais pas comment séparer soit blessure, soit déclin, parce que il a 35 ans, c'était son année 34, maintenant il va avoir 35. Donc on est quand même un peu vieux, mais cela dit, j'ai quand même bon espoir sur le fait que c'était des blessures, parce qu'en fait, ou alors c'est un des déclins les plus rapides qu'on ait jamais vu en fait, tu vois. Et le fait qu'il ait aussi manqué la moitié de l'année me conforte peut-être sur cette idée que il a joué un peu, peut-être un peu forcé aussi, mais qu'au final il y avait des blessures là-dedans, quoi, et qu'on n'a pas eu le vrai Paul George. Et le côté efficace, c'est quand même un peu une anomalie chez lui, parce que d'habitude il est toujours un peu efficace, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5% dans cette zone-là, quoi. Ça va jamais chercher les Stephen Curry plus 20% relatif à la moyenne, évidemment. Mais c'est quand même très sympa pour des bons volumes. D'ailleurs, il sortait d'une année 2024 où il était génial, hein, franchement, efficace, star d'isolation, parmi le top 10 et isolation en termes d'efficacité, etc. Et là, c'est le creux total, quoi. Et en plus, paradoxalement, il est plutôt pas mal sur drive encore, mais je pense que c'est pas que lui, parce que dans la stat des drives, je crois que sont un peu aussi inclus les transitions, les contre-attaques, ça plus l'attaque de Nick Nurse, un peu la weave offense, où parfois tu fais un drive, mais t'arrives déjà à lancer sur le drive, donc c'est pas pareil. Mais ouais, ça peut être inquiétant selon comment est-ce qu'on juge, par quel prisme en fait. Est-ce que c'est blessure, est-ce que c'est déclin? Mais dans les faits, on n'a pas eu un mec qui était un gros scoreur, on a eu un mec qui était à plus petit volume, plus petite efficacité, et finalement l'attaque, presque pour ses standards, c'est une saison totalement banale, quoi. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça que je me demande si c'est pas, j'espère pas pour lui, mais je me demande si c'est pas un peu des deux, entre le déclin et les blessures. Les blessures, finalement, il en a quand même eu des grosses dans sa carrière.
pas tout au même endroit, mais c'est au bout d'un moment, ça, quand ça s'accumule, le corps ne récupère évidemment pas aussi bien qu'avant. Et là, tu le dis, il va avoir 35 ans. Je prends aussi en compte le contexte de Philadelphie qui est pas vraiment feel good pour l'instant. Ça reste un flou incroyable. Il a une pression énorme de par la nature de son contrat, les critiques. Ça reste un joueur star, mais qui est très très souvent critiqué, hein, mine de rien. Moi, j'espère revoir le Paul George ultra efficace que t'évoquais, qui soit un complément parfait à une autre star, comme il l'a été plein de fois. Je suis juste un peu pessimiste peut-être sur ce coup-là, en espérant vraiment me tromper et qu'il a encore de belles années devant lui. Ouais. Non, mais après, de l'autre côté, il y a aussi je pense que le volume montre bien que c'était pas un Paul George le vrai Paul George qui pouvait prendre plein de ballons, etc. Donc le volume faible est significatif. Sur l'efficacité, je me demande aussi à quel point il n'y a pas un peu une panne à 3 points qui accentue l'effet de ah mince, c'est totalement nul, quoi. Parce que il est que à 36 alors qu'on le connaît autour des 39, 40, 41, 42, quoi. Un vrai très bon shooter à 3 points. Et dans le même temps, tu regardes, tu dis ah oui. Et en plus, il a rarement été aussi peu assisté au niveau des 3 points, ce qui veut dire que il forçait plus en termes de pull-up. Donc peut-être que moins de créateurs à côté, pas de Embiid, il a fallu que lui prenne plus de pull-up et donc les tirs étaient plus compliqués que des catch and shoot et donc l'efficacité a un peu baissé. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu regardes le panier, il a jamais été aussi efficace au panier. 73% d'efficacité au panier. Bon, il y a la partie, je l'ai déjà dit, l'attaque de Nick Nurse qui facilite aussi un peu là-dessus. Mais de l'autre côté, tu dis oui, mais parce que c'est des cuts, parce qu'il est servi au panier. Et non, en fait, il est assisté au panier 43% du temps. Tu vois, l'an passé, c'était 57%. L'année d'encore avant, 2023, il était à 42%. En fait, c'est pas un chiffre totalement anormal, quoi. Il est pas beaucoup plus assisté. C'est pas genre, oui, mais t'es efficace parce que t'as que des cuts, t'as que des paniers faciles. Je trouve pas. Donc, ça donne un rendu qui, offensivement, est très frustrant parce que je pense qu'on peut faire plus et que là on a juste un truc très mauvais, quoi. Et puis le passing est tout de même un peu là, mais là encore pas à un haut niveau, et puis même en termes de présence-absence il n'y avait pas de régularité dans la saison. Cela dit, le bon point c'est que j'ai trouvé la défense pas mal, mais là-dessus on n'est pas surpris parce que autant l'attaque ça ramait, autant la défense ça reste un des meilleurs playmakers défensifs de NBA. Donc quand tu le mets dans les schémas du savant fou Nick Nurse qui fait des schémas agressifs dans tous les sens, bon, peut-être il y aura deux, trois loupés parfois, mais tu lui dis vas-y, va sur les lignes de passe, conteste, etc. Il va le faire et tu vois, il a quasiment plus de 2,5% de steal percentage. C'est énorme, c'est parmi c'est un énorme les meilleurs de NBA, quoi. Il y a un monde où ça se passe bien, il revient et il est un peu le chaînon manquant. Bon, évidemment, on va pas parler d'Embiid, parce que c'est la chose majeure qui ferait que les Sixers redeviennent fonctionnels. Mais lui, c'est tout à fait possible. En tout cas, on peut que le souhaiter. C'est un joueur esthétiquement magnifique à avoir joué, extrêmement complet. C'est vraiment un two-way player. Tu parlais de sa défense, elle est remarquable et extrêmement constante tout au long de sa carrière. L'attaque, c'est un très beau joueur d'attaque aussi. On a tous envie que Paul George réussisse, mais j'avoue que j'ai du mal à me défaire des quelques doutes là à ce stade de la pré-saison. Le truc qui pourrait être inquiétant, mais là encore, c'est peut-être pas du déclin, c'est peut-être de la blessure, c'est à quel point il va beaucoup moins lancer franc, notamment. Tu vois, il est largement en dessous de la moyenne de ce point de vue-là sur le taux de lancer franc, alors qu'on l'a connu plutôt autour de la moyenne, voire moyen bon, positif, quoi. Donc là, à quel point c'est juste, il avait pas les jambes, ou à quel point c'est juste, il va pas au panier. Je sais pas trop, je saurais pas trop dire, mais à surveiller en tout cas pour la suite. Mais en fait, moi aussi, j'ai envie de m'emballer sur les Sixers ou de dire si. Mais t'as l'impression qu'il y a tellement de si, quoi. Là, on enregistre fin septembre. Embiid, on sait pas trop. Quentin Grimes, apparemment, c'est pas encore fait parce qu'on veut pas payer la taxe, donc on va peut-être le laisser partir pour rien ou juste le payer une année, mais ensuite il partira. Enfin, c'est McCain aussi, apparemment, s'est blessé à l'entraînement. Ouais, mais c'est au pouce des ligaments, c'est compliqué. Ah ouais, c'est fou, quoi. C'est fou, mais bon, un peu dommage tout ceci. Bon, première année à oublier, on espère que la deuxième sera meilleure, mais dans ce classement, on juge ce qu'on a eu de facto, malheureusement pour lui, et donc dans le classement, où est-ce qu'on l'imagine alors, ce Paul George? Si on se base sur cette première saison, c'est malheureusement très bas, je pense. Enfin, c'est quoi ta fourchette haute et ta fourchette basse, par exemple? Ma fourchette haute, ce serait 29e, peut-être. Enfin, à ce stade-là, j'aurais du mal à le mettre beaucoup plus haut par rapport à ce qu'il a fait, hein, et puis après, au-delà de la 35, quoi. 29, c'est Nembhard, Kobe White, McDaniels notamment. Ouais, c'est ça. En 29, moi, dans ce que tu m'as envoyé, j'ai Toumani Camara.
Ouais, c'est ça aussi, ouais. Dans ce groupe-là. DiVincenzo, oui. Voilà. Je pense qu'il est, heureusement évidemment qu'il est dans cette zone-là, mais j'ai du mal à le mettre plus haut que ça, en fait, quand je vois les noms qui sont au-dessus. Alors, je t'avoue que je comptais le mettre bas, mais quand même pas bas à ce point. je me doutais. On peut faire un non, mais alors, moi, je pensais quand même, au fait que même si l'attaque est plus trop là, il reste un peu d'attaque, tu vois. Alors que c'est vrai que tu le compares à, tu prends un mec comme McDaniels ou Toumani Camara, bon, ils ont parfois un petit shoot, mais on est quand même sur deux mondes différents, quoi. Il y a quand même un Paul George. Paul George, il est décevant pour des standards de créateurs un peu majeurs, là où les autres sont bons ou passables pour des standards de juste reste dans le corner et nous pénalise pas trop, quoi. Donc non, moi mon point de repère était plus haut, je t'avoue. C'était OG Anunoby, qui était peut-être la fourchette haute, parce que OG fait quand même une top saison offensive sur un peu le même rôle défensif et même beaucoup plus. Donc moi je me disais peut-être pas trop dépasser Anunoby, et après la question c'est jusqu'où on descend, quoi. Mais tu vois, par exemple, moi je vois un Josh Hart que j'adore, hein, mais je crois que c'est peut-être ma limite basse parce que la création offensive notamment, quoi. Ouais, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas assez pris en compte ça, l'attaque. En fait, ça me convainc assez ce que tu dis là quand je regarde le range au-dessus. Est-ce qu'on peut après au-dessus t'as Porzingis? Est-ce qu'on pourrait l'intercaler entre ces deux-là, peut-être? Ouais, derrière quand même le groupe de pivot, peut-être, hein. Tout ce qui est Porzingis, Allen, Turner. Ouais. Parce qu'eux sont quand même bons en termes de 3&D, bonne défense du panier, 3 points pour Porzingis en plus, etc. Ouais, oui, non, mais c'est vrai que... sinon, Josh Hart, Paul George, et comme ça, il y a Powell juste à côté. Voilà. Norman Powell et Paul George, ça peut être marrant. Oui. Ouais, ça me va, ouais. Dans cette zone-là, du coup, c'est un peu plus que ce que... Ça le mettrait devant Lou Dort, qui est élite défense. Alors ça, ce que t'as dit sur les joueurs qui sont là et qui sont élite en défense et qui sont non pénalisants en attaque, on va dire, qui sont satisfaisants, c'est pas mal, parce que Paul George n'est pas quand même pas dans cette classe-là, et dans la classe supérieure. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal. Mais il faut prendre aussi en compte l'inefficacité, parce que tu vois, moi, juste le mec qui fait la défense de Paul George et ce même volume réduit, pour moi, serait plus haut s'il était efficace. Mais c'est pas le cas non plus. Donc il faut quand même aussi le pénaliser, quoi. S'il était efficace, je pense que je l'aurais zone Anunoby. Mais ok. Non, mais voilà, Josh Hart, Paul George, Norman Powell. Ok. Et comme ça, il est quand même au-dessus de Lou Dort, McDaniels et autres. Ça me va. Très bien. Voilà. Bien, faisons comme ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait des petits quiz? J'avais totalement oublié, mais c'est bien, ça me fait plaisir. Se remémorer les actions marquantes de la saison. Donc, nous sommes le 28 décembre 2024. Ouais. C'est un poster dunk marquant. Tu t'en souviens? C'est contre le Utah Jazz. Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk contre le Jazz? Donc un match Sixers Jazz, on est d'accord, hein, Exactement. Donc en dehors de Paul George, évidemment. Est-ce qu'on est à quel stade de la saison? Tu m'as donné la date? 28 décembre. Ouais, est-ce qu'on a du Jojo Embiid? Est-ce qu'il était là? Exactement, il est là. Il est sur l'aile, il attend. Ok, Joel Embiid, il doit avoir Tyrese Maxey. Ah, pas sur le terrain à ce moment-là. D'accord. Ah oui, au moment du dunk, ouais, ok. Gershon? Yabusele? Pas Gershon, non. Qu'ils avaient Kelly Oubre? Il n'y a pas Kelly Oubre, il y a un petit, il y a un meneur. Qui se place sous le panier sur l'action, un meneur qui est un peu le quarterback de Nick Nurse, hein, depuis toutes ces années. C'est aussi pour ça que Kyle Lowry. Exactement, Kyle Lowry, alors que je suis pas sûr qu'il mérite encore un contrat, Kyle Lowry, mais... Je sais pas si t'as vu, mais il va être consultant, là, donc j'ai pas oui, j'étais étonné, j'ai pas compris. Ça serait l'annonce de retraite la plus folle de tous les temps, mais... Oui. Donc Kyle Lowry, Joel Embiid, Paul George, un ancien bourreau de Celtic. Un bourreau de Celtic. Qui sort de Nevada, je crois, et qui a un frère jumeau en NBA. Ah, c'est Caleb Martin, évidemment. Caleb Martin, tout à fait, ouais. Et le dernier, oulala, comment se le faire deviner? Le dernier, c'est un petit joueur hipster. Petit joueur hipster des Sixers. Ouais. Est-ce que c'est le même que j'aime bien? Est-ce que c'est Ricky Council, par exemple? Exactement, Ricky Council, ouais. Il a ses fans. Sur les joueurs hipsters. Tout à fait, ouais. Donc voilà qui est sur le terrain côté Sixers. Alors, côté Jazz, maintenant, on va s'amuser. Oh, ça va être fun, ça. Oh là. Bon, est-ce qu'on va essayer d'être... Markkanen? Markkanen, tout à fait, oui. Walker Kessler? Kessler n'est pas sur le terrain, non. D'accord. Colin Sexton? Sexton, ouais, tout à fait. Qui peut y avoir d'autres? On a une banque en ligne.
Une banque en ligne. Ouais. Qu'est-ce que une banque en ligne? Je suis perdu. Il y avait Drew Eubanks, mais c'est pas. Exactement, c'est Ebanks, Drew Ebanks. Jeu de mots pourri. Très bien. Est-ce qu'il y avait Isaiah Collier? Non, il est pas sur le terrain à ce moment-là. Par contre, il y a un autre arrière du Jazz qui était tellement, ils ont pas réussi à s'en débarrasser qu'ils l'ont coupé tellement. Qu'ils ont coupé? Clarkson? Exactement, Clarkson est sur le terrain. Clarkson. Et puis le dernier, c'était l'idole de la France. L'idole de la France qui est décédé en 2017, mais un rocker. L'idole de la France. Attends, je suis perdu là. Le plus grand rocker de la France. Johnny Hallyday. Mais alors... pas Hallyday, mais... Ah oui, Johnny Juzang. Exactement, Johnny Juzang, bravo. Tu es au point sur tes joueurs épiteurs. Hein, j'adore à chaque fois. Les devinettes sont... Ça magnifique. Et donc, tiens, avançons sur notre deuxième jour du jour. Scottie Barnes. On peut faire Scottie Barnes l'un après l'autre. Paul George et Barnes. Donc, Scottie Barnes, 33 minutes de jeu par match, 65 matchs, 19 points, 7,7 rebonds et presque 6 assists de moyenne, 27% d'usage. Donc, un assez gros volume de responsabilité. Pour le coup, même si l'efficacité, ça coince pas mal, on est à 9% en dessous du niveau moyen de NBA. C'est pas top. Mais pour te lancer, c'était une saison où il a été passé pleinement révélateur de go-to-guy. Et les résultats ont été intéressants, mais peut-être pas encore parfaits. Non, ça reste mitigé. Moi, je suis pas personnellement encore persuadé que ce soit le go-to-guy, que ce soit le franchise player, même si les Raptors semblent quand même, pour l'instant en tout cas, aller dans cette voie-là. J'ai l'impression de changer d'avis tous les ans sur Barnes. J'avais trouvé sa saison magnifique. Je trouvais qu'il avait stagné un peu après, puis il y avait eu un regain et là, dans ce contexte un peu différent, sur le coup, je dirais qu'il a fait peut-être un léger pas en arrière. J'ai l'impression, si on peut dire ça. Et en même temps, faut prendre le contexte, ce niveau de responsabilité qui était inédit pour lui. Il y a pas eu, il y a pas une grosse adresse à 3 points. Il y a eu collectivement les Raptors qui sont un peu c'est un peu fade. Il est très difficile, je trouve. C'est un joueur un peu clivant aussi. Je suis toujours incertain à son sujet, pour tout te dire. Tu veux dire qu'il a des faiblesses, mais qu'elles ont été en plus accentuées par un contexte exactement, pas fou, quoi. C'est ça. Et en même temps, il a toujours ses qualités. C'est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il sait faire énormément de choses. J'avais vu au niveau statistique sur ses 4 premières saisons, il fait au moins 1000 points. Un gros nombre de contres, d'interceptions, j'ai plus les stats, mais c'était vraiment, il est très productif, il est polyvalent. Il y a plein de choses qui sont hyper excitantes à son sujet, mais qui, pour l'instant, restent pas en sommeil, mais on n'a pas encore la réponse vraiment à ce sujet-là, tu vois, pour savoir quel type de joueur ce sera en NBA. Donc c'est un peu toujours le flou pour moi autour de Scottie Barnes. Disons que c'est pratique d'avoir un couteau suisse parce que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as un peu un truc pas loin qui peut remplir la fonction. Par contre, si tu sais que tu pars à la guerre, tu n'y vas pas avec un couteau suisse. C'est avec une épée qui fait qu'une chose, mais qui le fait bien, quoi. Mais j'exagère volontairement, mais je te rejoins sur l'aspect de c'est peut-être pas forcément un go-to-guy. Et à quel point est-ce que sa production 2025 est pas un peu, entre guillemets, empirée parce qu'il est un peu forcé dans ce rôle-là, parce qu'il y a un peu un manque derrière, quoi. Je pense, tu vois, RJ Barrett, moi j'ai jamais été trop fan, et on a vu que c'était pas top non plus. Lui, quand on lui donne les ballons, il n'y a pas le rendement d'efficacité cette saison non plus. Quickly, sur lequel j'ai pas mal d'espoir, mais pas non plus All-NBA First Team, mais qui a pas fait une grande saison non plus, qui a fait 30 matchs à peine, je crois. Donc même lui n'était pas là. Tout ce qui était un peu vétéran qui avait été pris là l'an dernier, Kelly Olynyk, Bruce Brown, non plus. Et en fait, t'as un côté où presque la stat marquante pour moi, c'est le fait que c'est 50% de paniers assistés. Et en fait, il a assisté que 50% du temps. Alors que, tu vois, si on efface un peu le contexte, on efface tout, on se dit, allez, mettons, quel est le rôle de Scottie Barnes ? Pour moi, j'aimerais bien le retrouver, ok, un peu de création, parfois, mais à côté d'une superstar ou deux, à côté notamment d'un top playmaker extérieur, et tu lui files des ballons sur des cuts, tu lui files des ballons en alley-oop, tu lui files des ballons de finition de pick and roll, avec un peu de pick and pop éventuellement, mais
je pense que l'inefficacité vient aussi du fait que c'est un mec qui est peut-être moins assisté que ce qu'il ne pourrait l'être et qu'il y a peut-être un manque à gagner et qu'il y aurait de la valeur à aller gratter avec des points plus faciles là-dessus où pour l'instant on l'a pas, quoi. C'est aussi un peu mon reproche avec Giannis, c'est de dire bah mince, Giannis c'est un autre niveau, mais tu vois, Giannis c'est super quand il a la balle. Mais j'ai toujours ce truc mais tiens, et si on le mettait un top playmaker à côté et qu'on allait un peu chercher des points faciles de alley-oop, quoi. À quel point ça pourrait pas encore plus booster le profil? Je pense que il a vraiment, moi j'ai envie de le voir dans une équipe plus compétitive, mieux entourée. Je pense qu'on verrait vraiment sa palette. Alors ça révélerait sans doute que c'est pas un franchise player, mais c'est ce que je pense en tout cas maintenant. Mais à contrario, on verrait par contre peut-être encore mieux les choses que je trouve incroyables chez lui. Sa défense, je pense qu'il a vraiment potentiel d'énorme défenseur. Bon, il y a l'envergure et tout ça, hein, mais je pense vraiment que ça peut être un énorme défenseur et puis facilitateur de jeu. Il peut aussi prendre un peu le lead en attaque quand il faut. Je pense que ça peut être vraiment un numéro 2 ou un numéro 1 bis fantastique, mais je crois pas en numéro 1 et du coup là si on prend en compte la saison 2024-2025 et un peu là sur la ligne de départ de la nouvelle, il est vraiment c'est entre deux eaux, quoi. Ben oui, et paradoxalement, il fait un peu l'inverse d'un parcours classique de prospect parce qu'en fait, quand il est rookie, l'équipe est déjà forte et en fait, c'est son meilleur rôle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Van Vliet, il y a Siakam, un peu OG Anunoby aussi, je crois, et en fait, lui, il est le couteau suisse plus création occasionnelle. Et c'est très cool. Et sauf qu'ensuite, l'équipe s'affaiblit et il a tous les ballons. Et d'habitude, c'est l'inverse, quoi. C'est un mec qui arrive dans une équipe nulle. Et petit à petit, l'équipe se renforce. Non, lui, il a fait l'inverse. Donc c'est un peu rigolo, mais pas bien pour lui, quoi. Pour le coup, et ce qui est aussi marrant, c'est que tu parlais t'avais l'impression que il était bien, ensuite il était pas bien, ensuite il était bien, ensuite il était pas bien. C'est littéralement le cas. C'est-à-dire que saison rookie, il est au niveau moyen d'efficacité. Donc ce qui est très bien pour un mec de 20 ans à l'époque, en plus un peu porteur de balle. Année numéro 2, moins 10% relatif à la moyenne. Tu dis, ah ouais, ouf, c'est cata. Année numéro 3, de retour pile à la moyenne. Année numéro 4, de nouveau, moins 9 ou moins 10% relatif à la moyenne. Donc, t'as littéralement ces montagnes russes, quoi. Et je pense que le point clé chez lui, c'est à quel point ce qui peut être un bon shooter. Et pas forcément que à 3 points, mais aussi avoir un petit pull-up, quoi. Parce que je pense qu'il a l'air grand, il a l'air long, il a l'air hyper athlétique, il a l'air d'être un peu un Giannis 2.0. La vérité, c'est que c'est pas tant que ça un driver, c'est même un driver plutôt mauvais. Il a pas l'explosivité, il a pas l'agressivité. Donc, je pense que tout peut aussi tourner à quel point sur le côté. En fait, c'est un très grand porteur de balle. C'est un peu un meneur qui fait 6-10, mais c'est un meneur, quoi, qui prend un peu des pull-ups un peu en finesse, qui est un excellent playmaker. On l'a même pas encore dit, mais on a un peu critiqué son scoring qui a été mis un peu trop en avant, pas à cause de lui sans doute aussi. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres profils pas efficaces ou quoi, il y a du passing, il y a un peu ce côté playmaker, pick and roll, driving kick un peu moins, mais au moins, il y a un fond de jeu collectif qui est créé à partir de lui, et ça, c'est de la valeur, mine de rien. Et je suis curieux de voir ce que ça donnera avec un joueur qui lui-même, sera dans une saison particulière avec... vu qu'il était un peu dans le trou récemment, mais avec Ingram à côté, je demande à voir, je suis assez curieux. J'étais assez curieux du choix de le faire venir et de ce que ça implique pour Barnes aussi, tu vois. Je demande à voir, ça va être un autre nouveau contexte pour lui. Et au final, il aurait été mis pas mal de fois à l'épreuve et testé à Toronto. Il a que, mine de rien, 4 saisons derrière lui. On a vu des joueurs vraiment démarrer leur carrière ou montrer leur vrai visage après 4 ans en NBA. Hein. Et une fois qu'il y a un contexte un peu plus stable, que ce soit avec plusieurs saisons avec le même coach, avec une équipe qui est un peu plus compétitive, ce sera peut-être le cas cette année pour Barnes. Hein. Je pense que son adresse extérieure va aussi... là, il avait, dans mon souvenir, assez fortement chuté l'année dernière sur le tir extérieur. Il prenait pas beaucoup non plus de. Enfin, je crois qu'il était à 27%. Après avoir montré des signes, il était à 34, il me semble, avant 34-35. Donc, ça peut être, c'est un peu, il y a à double tranchant une année d'explosion comme une année de stagnation qui serait pas hyper encourageante. Après, à côté, il y a toujours peut-être pas encore ce go-to guy qui, à mon avis, sublimerait Barnes, mais on verra. Ce sera pas Ingram, je pense, même si j'aime plutôt bien Ingram malgré ses déboires. Je pense qu'on risque, ça peut être un joueur qui se révèle totalement vraiment sur le tard. Barnes, tu vois, je lui souhaite que ça se produise avant, individuellement et collectivement. C'est déjà un All-Star, attention, hein. Je pense que pour lui, il estime qu'individuellement, il a déjà montré de belles choses. Mais peut-être que son plein potentiel et son plein apport, on le verra un peu plus tard, à mon avis. Encore, tu dis exploser sur le tard, il a que 24, hein, il vient de faire 24. Ouais.
déjà presque 10 000 minutes de jeu de minutes NBA, 4 saisons et toujours quand même plus jeune que le rookie des Sacramento Kings. Donc, donc au final, non, mais il est extrêmement jeune, blague à part, pardon, excuse-moi. Ouais. Il est quand même extrêmement jeune, mais c'est vrai que le contexte aide pas forcément. Mais voilà, moi je pense que je vais un peu pénaliser le fait que bah tu prends beaucoup de tirs, mais ça rentre pas, donc il y a une fuite de valeur, quoi. En fait, quel est l'intérêt de te donner autant de ballons si le rendement attendu est finalement 10% plus bas que le rendement moyen de NBA? C'est un peu le problème. Par contre, je valorise pas mal le côté playmaking chez lui, de grande taille notamment. Et puis la défense, quoi. La défense, on l'a même pas encore trop évoqué, mais bon, c'est peut-être pas non plus la saison à le juger, mais on le connaît pour être un top défenseur on-ball, off-ball aussi, même si c'est pas non plus un top protecteur de panier, mais tout ce qui est un peu occupage de l'espace, tu sais, en tête de raquette, les longs bras, les lignes de passe, je crois que c'est parmi un des rares mecs qui a à la fois plus de 1,5% de steal et block percentage, les deux en même temps. Voilà, c'est un top playmaker défensif, et ça aussi j'aime bien, mais c'est pour ça que tu vois, on a commencé par le négatif, par le scoring, parce que c'est presque le truc le moins intéressant chez lui. Et il faudrait juste qu'on ait un scoring pas d'aussi haut volume, mais un peu moins, mais efficace. Et ce serait très cool, parce que du reste, passing, défense polyvalente, on-ball, off-ball, sur des gros, sur des petits, deuxième rideau. En fait, le profil, il y a quand même beaucoup de trucs à aimer. Mais sur 2025, où est-ce qu'on le projette dans le classement, je te laisse me dire quels sont tes points de repère. C'est compliqué du coup, parce que dans mon imaginaire, je le voyais en dessous de Paul George. Après, avec le raisonnement qu'on a fait pour George, est-ce qu'il repasserait pas en dessous? Est-ce que toi, de base, tu l'avais au-dessus de Paul George ou pas? Je me souviens plus. Moi, j'avais d'abord Paul George et Scottie Barnes, okay. Mais tu vois, en parlant, je me dis, finalement, pourquoi pas Scottie Barnes devant ou au même niveau, quoi, en fait. Hein, ouais, en vrai. En tout cas, c'est pas très éloigné, quoi, je pense. C'est ça. Ouais. C'est pas très éloigné. Est-ce qu'il serait au-dessus de la brochette d'intérieur qu'on avait évoquée? Je suis pas sûr. C'est la question. En gros, c'est soit on le met avec Paul George et Josh Hart, ouais. Soit il passe les 4-5 pivots, là, Turner, Allen, Gordon, Porzingis, et il va à côté Jamal Murray, Anunoby. Donc c'est un peu voilà, c'est la variance, elle est là, quoi. Ou est-ce qu'on le fait passer Scott ou pas? Moi, je pense que je le ferai pas passer. Après, peut-être je prends peut-être trop en compte le contexte collectif, parce que là, la brochette de pivot, ça a été dans des équipes performantes. Moi, je le ferais peut-être pas passer au-dessus de la brochette. Je le mettrais à la hauteur de Paul George et Josh Hart. Mais voilà, c'était que mon avis. Tu peux éventuellement. Est-ce qu'on le fait, on le met sous Paul George du coup? Parce qu'au final, il est quand même encore plus inefficace, tu vois, par exemple, sur encore plus de ballons. Ouais. Et c'est pas comme si Paul George savait pas défendre ou savait pas passer non plus, quoi. Tu vois, je crois que j'ai dit les chiffres, hein, il est aussi à 5 assists par match. Barnes c'est à 6, pour rester un peu très, très général, et puis ça défend aussi pas mal. Donc, non, mais finalement, je peux te suivre. On peut quand même le garder Barnes sous Paul George. On les colle les deux, en fait. Ouais, je pense qu'on peut les coller, ouais. Ça me semble pas mal. Ok, ça marche. Et ok, très bien, faisons ça. Le groupe de pivot, d'ailleurs, tu voulais un peu le faire exploser ou t'avais des revendications là-dessus ou pas? Porzingis, Gordon, non, ok. Non, je trouve bien. Je pense déjà aux joueurs d'après, à l'autre pivot qu'on va classer. Ouais. C'est pour ça, je réfléchis. Mais bref, petit quiz pour terminer sur Scottie Barnes. Nous sommes le 21 janvier 2025. Et justement, comme j'étais frustré, j'ai pris un alley-oop pour Scottie Barnes. Nous sommes contre les Atlanta Hawks, 25 janvier 2025. Qui est sur le terrain au moment de cette action légendaire? Qui est sur le terrain? Attends, parce que les Raptors aussi, ils ont beaucoup bougé. La date, tu m'as dit, c'est en 25 janvier. Janvier, donc on est avant la deadline. Bon, alors, Poeltl est là, ouais, tout à fait. Poeltl, RJ Barrett. Oui. Est-ce qu'il y a notre ami le bien nommé Grady Dick? Non, il était sur le banc. Non, d'accord. Je te dis Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. les initiales du bonheur. Ah, Bruce Brown alors, ok. Exactement, Bruce Brown, ouais, tout à fait. Oui, non, c'était pas sur le style de jeu. Hein, je cherchais un blond aux cheveux longs. Et donc il m'en manque un qui doit être. C'est un petit meneur, hipster aussi. Petit meneur hipster. Qu'ils avaient cette année. Ils avaient Mogbo, mais Jonathan Mogbo est plutôt un gros ailier. Il y avait un petit meneur. Ils avaient comment il s'appelle? Jamal Shead, non? Exactement, ouais. Exactement. C'était pas mal. Tout à fait, Jamal Shead. Et côté Atlanta alors, nous sommes en janvier 2025. Allez, on va commencer. Est-ce qu'il y avait Zachary Rizaché? Non, il était pas là. Il était pas là. Ok. Il
Et pas là, bon, allez, Trae Young. Ouais. Trae Young, Dyson Daniels. Pas sur le terrain. Si je te dis Brigitte Bardot. Une grande blonde serbe, Bogdanovic. Exactement, bébé Bogdanovic, ouais, tout à fait aussi. Qui pouvait y avoir encore, il pouvait y avoir Okongwu peut-être. Exactement, Okongwu. Ensuite, on avait quelqu'un de très 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 rapide. Très rapide. Très rapide. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Oui, son prénom est très rapide. Ah, Vite Krejci. Vite Krejci, exactement. Vite Krejci, Okongwu, Bogdanovic, Trae Young. Bon, le cinquième, je sais même pas comment le faire deviner. C'était Dequan Plowden. Ah, Plowden, ouais. Qui a fait quelques matchs, mais j'ai même pas les indices, quoi. J'avais rien. Pas évident. Même moi, j'avais rien. Très bien, et bien avançons. Passons d'un Barnes à l'autre. Allons sur Harrison Barnes, si tu veux bien. 27 minutes par match, 82 matchs, 12 points de moyenne et 4 rebonds. En termes d'usage aussi très sobre, à peine 16% d'usage, mais une top efficacité. C'est aussi pour ça qu'il avait été retenu dans la pré-liste. Il est à 14% au-dessus de la moyenne NBA. Donc méga efficace, même si sur un petit volume, c'est quand même un peu plus facile. Hein. C'est pas Jokic. Mais voilà, pour te lancer, on est sur quelqu'un qui, au final, j'ai envie de dire un peu une valeur neutre positive, mais dans le sens avec une connotation positive quand je dis neutre. Extrêmement fiable, Harrison Barnes. Ça, ouais. Je disais au début que je m'attendais pas à le voir, mais parce que je pensais que peut-être qu'il disparaîtrait un peu des radars. Au final, il était vraiment très fiable, très constant. Il a apporté de l'expérience, de la solidité, de l'adresse. Je crois qu'il est à 50% en global. Très belle adresse extérieure aussi. Je crois, tu me dis, alors évidemment j'aurais dû le noter, mais il me semblait avoir lu que c'était peut-être, il était numéro 1 ou pas loin des paniers dans le corner à 3 points peut-être, sur la saison. Vérifier, ouais. En tout cas très productif de ce côté-là. Défense honnête. Je pense que, alors je sais pas si le chiffre appuie cette impression, mais je dirais défense honnête pour ne pas aller plus loin. Le fait que Victor ait fait défaut en cours de saison, forcément ça impacte le reste des acteurs du côté des Spurs. Moi je l'ai trouvé excellent dans ce qu'on pouvait attendre de lui en fait. Je savais pas quoi attendre de lui, je savais pas si c'était une bonne pioche et au final j'ai trouvé vraiment le mot fiable me semble être celui qui le qualifie le mieux, je pense. Ouais, en vrai il y a pas des tonnes à raconter. Non pas que le profil soit chiant, mais le profil est assez simple. J'ai l'impression, c'est-à-dire c'est un 3&D quoi. Ouais. Aujourd'hui poste 4, alors que quand il est star lycéen il y a 15 ans, c'est un peu un poste 2 quasiment presque. Mais non, mais c'est aussi l'avantage de son profil, c'est que c'est un mec qui shoot à 3 points, qui cette année a très bien shooté. Donc forcément, quand tu shootes bien et que c'est la majorité de ton jeu, tu vas avoir une top efficacité. Et donc il est à 43% à 3 points cette saison, donc génialissime sur 4 par match. Et voilà, c'est plus de la moitié de son jeu, les 3 points. Donc forcément, ça c'est bien. Mais non, l'autre côté, c'est qu'il a aussi pu évoluer en NBA avec les années, parce que dans la recherche de spacing, on a un peu décalé de plus en plus des postes 3 vers le poste 4. Et lui a une certaine solidité on-ball qui fait que il a pu un peu monter en gamme comme cette saison, parce que aussi, voilà, on n'a plus en face des Barclay ou des vrais postes 4 Randolph à affronter non plus. Donc en fait, il t'offre un peu ça, je trouve, le côté spacing. Ce qui est dommage, parce que Wemby a pas pu trop en profiter cette saison. On l'a pas. Je trouve qu'il a été un peu sous-utilisé parfois Wemby en tant que on-ball, mais au moins tu avais Barnes dans le corner pour donner l'espace. Si on voulait, on pouvait donner des ballons à Wemby ou faire un pick and roll Chris Paul à Wemby, et il y avait l'espace pour ça parce que Barnes était là. Après voilà, c'est toujours un peu pareil quoi. Il y a pas, encore une fois, il y a pas d'étonnant à raconter, c'est-à-dire un profil assez sobre avec assez peu de création. Le passing, il y a quasiment rien. Et quand je parle de défense, c'est vraiment un peu la défense on-ball, parce que si le mec avait de la protection de panier, si le mec avait une capacité à faire des interceptions, à être un peu sur les lignes de passe, en fait s'il avait une défense off-ball, il aurait toujours été beaucoup plus valorisé, parce qu'il aurait eu plus de valeur à mon avis. Là c'est pas le cas, tu vois, c'est un mec qui a toujours été un peu neutre, mais neutre presque dans le sens absent en défense off-ball, où il fait pas de grosses erreurs, mais il apporte quasiment aucune plus-value, alors que tu vois, il y a d'autres profils, tu les replaces un peu poste 4. Tu vois, je pense l'exemple Jalen Williams ou Peyton Watson, c'est des postes 3 que tu peux décaler en 4 voire en 5. La protection de panier est assurée parce qu'ils sont fabuleux là-dessus. Ouais. Lui, t'as juste l'avantage du shoot quoi, quand tu le décales. Ouais, c'est ça.
Et je regardais un peu là sur moi je reviens sur le côté solidité Vas-y. Parce que c'est la 3e saison de suite qui joue 82 matchs et sur les moments un peu chauds, enfin que ce soit avec ou sans Victor, hein, il a mis quelques game winners, quelques paniers au buzzer. Il y a une série de 5-6 matchs où il marque plus de 20 points. Enfin, il y a plein de choses qui sont très positives et qui me donnent envie de le voir sur l'équipe de cette année, enfin sur la saison qui arrive. S'il refait le même type de saison avec des Spurs qui sont attendus plus compétitifs, je pense que sa valeur risque d'augmenter encore, ou en tout cas son classement dans un top 100. Ouais. À mon avis sera un peu plus élevé que ce qu'on s'apprête à faire, mais il faut vraiment le coup d'enchaîner les matchs et d'être présent, c'est quand même une qualité dont on parle pas toujours, mais à l'ère du load management, des blessures malheureusement trop nombreuses, un mec qui joue 3 fois 82 matchs, je trouve que et qui est pas au tout début de carrière, je pense que ça reste appréciable et c'est un argument en sa faveur aussi. Effectivement, il est presque à 50% sur les 3 points dans les corners. Ah ouais, il a tenté 200, il a presque mis 100. Ouais. Donc c'est pas mal, mais voilà, après, pas de passing, on est sur presque 80% de paniers assistés, donc voilà, le bounce d'habitude, mais je pense qu'au global, un mec comme ça qui ne te coûte pas de points en défense, qui fait le minimum, voire pas mal, qui en attaque ne te crée pas non plus beaucoup de choses, mais juste est là pour un peu de spacing et même beaucoup de spacing, en fait c'est bien. Voilà, on va pas y passer 20 minutes non plus, je pense, on le connaît bien, mais tu vois, je pense que c'est un mec qui pourrait être à peu près partout, soit 25-28 minutes par match, soit sinon là comme aux Spurs où il y a un peu de manque, il peut faire les 28 ou 30 quoi. Donc voilà pour Mans. Alors où est-ce qu'on l'imagine dans ce classement alors? Où est-ce qu'on l'imagine? Plutôt vers la fin, j'imagine. Plutôt vers la fin, évidemment. Je regardais un peu les noms qui sont déjà sortis entre Alorford, Jabari Smith. Est-ce que toi, tu le mettrais hors top 35 avec par rapport à ceux qui sont déjà tombés, toi, ou pas? Non, je le mettrais quand même dedans. Ouais. Mais j'ai mon point à pas trop dépasser. Alors, si on met entre parenthèses Caruso, parce que j'ai impossible de juger Caruso, enfin de faire le produit en croix par rapport aux minutes. Mais non, moi c'était Najee Marshall. Marshall et Camara, parce que Camara, tu vois, il est quand même là, c'est une vraie plus-value en défense, Camara. C'est pas juste il est neutre, il t'apporte un vrai truc. Et en plus, le shoot tombe pas mal cette saison, donc il n'y a pas de malus offensif. Et Najee Marshall, c'est parce qu'il y a un côté créateur, des flotteurs, du passing de pick and roll, etc. Donc je me dis c'est peut-être le point haut à pas trop dépasser parce que Barnes est cool, il est neutre, mais il a pas cette plus-value soit offensive soit défensive que Camara ou Marshall apportent, donc c'est à peu près par là. C'est pas mal parce que du coup moi je le mettrais devant DiVincenzo. Bon après le classement de Caruso c'est vrai qu'il est particulier avec un temps de jeu inférieur et voilà. Mais si on met ça de côté, peut-être que je le mettrais devant DiVincenzo. Après on peut aussi défendre jusqu'à Alorford, hein. C'est ma fourchette peut aller jusque là, je t'avoue. D'accord. Washington est quand même pas mal aussi. C'est ça, on peut rester là aussi. On peut rester entre DiVincenzo et Marshall aussi, je veux dire. Mais non. Ouais. C'est ça, peut-être entre Marshall et Horford, quoi. Peut-être niveau PJ Washington. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ça me va. Non, mais en fait, je me suis refait plein de matchs là pour décortiquer sur YouTube des matchs, des tactiques. Et en fait, je me dis, c'est peut-être Horford qu'il va falloir reclasser parce que je me suis fait plein de gros matchs et il est fort à chaque fois. Donc, c'est peut-être lui qu'il faudrait reclasser. Mais non, mais mettons Barnes ici, juste derrière Najee Marshall et DiVincenzo, là, entre les deux. Ça me va très bien. Mais peut-être qu'on rediscutera de Horford. J'inviterai un fan de Boston, comme ça, il me le reclassera à 20 places au-dessus. Et ça fera le boulot. Mais ok, mettons-le là. C'est parfait. Et petit quiz pour finir. J'ai pas trouvé d'action marquante. Donc, je me suis dit, tiens, allons-y à fond. J'ai pris 3 points dans le corner. Totalement banal. Nous sommes le 6 janvier 2025, 3 points dans le corner contre les Chicago Bulls. Qui est sur le terrain en janvier 2025 Qui est sur le terrain en janvier 2025 avec Harrison Barnes. Est-ce qu'il y avait encore Victor? Victor était là? Il jouait, mais pas sur le terrain. Ah, pas sur le terrain. Devin Vassell? Devin Vassell, oui, tout à fait. Jeremy Sohan? Sohan, oui, tout à fait. Qui peut y avoir? Si je te dis le chien de Télé 7 jours, ça te parle ou pas? Le chien de Télé 7 jours. C'est quoi comme type? C'est magnifique, c'est un Basset. Exactement, Charles Basset est là, tout à fait. Est-ce qu'il y avait Stephen Castle, peut-être? Non, un autre meneur classique. Chris Paul. Ouais, Chris Paul. Et il doit donc t'as les 5. T'as les 5 des Spurs.
Et en face, tu m'as dit, c'était les Bulls. C'était les Bulls. Ouais. Kobe White. Les Bulls de janvier 2025. Ah, oui. Ah, donc, ok, oui. Donc, Kobe White était là? Pas sur le terrain présentement. Ok. Zach LaVine? Oui, LaVine est là. Zach LaVine, Josh Giddey? Oui, tout à fait. Vucevic? Vucevic, ouais. Et, c'était qui alors? Patrick Williams? Patrick Williams est là. Il manque un dernier. Boutzelis? Non, quelqu'un qui a un papa qui crie très fort, qui était présent sur tous les médias. Ah, Lonzo Ball. Exactement. Lonzo Ball était par là, ouais, tout à fait. Pour cette action marquante de Barnes qui met un 3 points dans le corner. Merci, bonsoir. Tiens, quatrième joueur du jour, Rudy Gobert. Rudy Gobert, 33 minutes par match, 72 matchs, 12 points, 11 rebonds de moyenne, mais c'est pas trop ça son apport. 13% d'usage, là encore très très sobre, bien entendu. 19% d'efficacité, plus efficace que la moyenne, plus 19%. Mais là encore, c'est facile. C'est plus facile quand tu mets que des dunks, bien entendu. Mais voilà, pour te lancer, on est quand même sur une saison moins étincelante d'un point de vue narratif, mais c'est vrai qu'elle était tout de même assez solide, hein, comme l'an passé pour Rudy Gobert. Il est toujours, je le trouve toujours extraordinaire sur le plan défensif, en tout cas sur les forces qu'on lui connaît. Je crois que j'avais vu une vidéo sur les actions en ISO sur lui pendant les playoffs. Il était les mecs n'ont marqué que 6 sur 19 et c'est la plupart des très 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 bons joueurs. Donc ça reste un défenseur élite de chez élite. Ça, son apport est toujours assez extraordinaire, je trouve, et ça peut pas être minimisé. L'attaque, on connaît, en fait, on va pas, là aussi, c'est un joueur qu'on connaît, il y a pas de révolution dans son jeu offensif ou dans son utilisation. Toucher de balle, 3 points. Voilà. Il a toujours pas marqué de panier à 3 points en NBA, mais c'est-à-dire que même des mecs qui savaient pas du tout tirer à l'époque du Dwight Howard, ils arrivaient toujours à mettre une prière de milieu de terrain. Rudy n'a pas encore eu ce bonheur. Et d'ailleurs, t'as vu qu'ils ont mis la règle en place pour que les gens les tentent maintenant et qu'ils arrêtent de faire semblant de « Ah mince, j'ai mis trop de temps à tirer ». J'ai vu ça, c'est pas mal. Ça sera sympa. Peut-être pour le futur, pour Gobert, peut-être. Oui, peut-être. C'est peut-être été fait pour lui, qui sait. Sinon, maintenant, je valorise toujours énormément ce qu'il apporte défensivement et cette stabilité, le côté encre défensif, général défensif, ce qui n'enlève, on peut pas non plus occulter le fait que offensivement c'est très très limité. Donc alors ça n'aide pas beaucoup pour le débat et comment imaginer le classer, mais je veux, voilà, ça reste un joueur qui est quand même assez critiqué, mais je veux valoriser quand même toujours ce côté élite en défense. Bah, disons que il y a un côté chez lui où beaucoup de monde le voit encore comme ce qu'il a pu être en début de carrière, c'est-à-dire un mec qui était assez peu athlétique en termes de mobilité. Et tu sais, à l'époque, on se moquait, il se prend un crossover et Curry arrive à le retourner dans un sens et dans l'autre. J'ai envie de dire, les gars, il a fait pareil à Kawhi Leonard. Qu'en fait, c'est Curry qui fait ça à tout le monde. Mais non, mais c'est vrai qu'en début de carrière, il était un peu moins mobile, Gobert. Je trouve que ça a quand même pas mal évolué. Il y a un niveau athlétique, un développement de la coordination, équilibre, etc. depuis 4-5 ans qui est assez bluffant, je trouve. Et c'est bien que tu parles de switch, parce que du coup, aujourd'hui, il y a cette dualité de la défense du panier qui est fabuleuse. Il est encore à moins 13% de perte d'efficacité infligée au panier. Donc les adversaires en moyenne face à lui shootent 13% plus bas que d'habitude face aux autres. Le chiffre parle pas trop. Grosso modo, c'est top 3 de NBA encore sur les gros volumes de tirs défendus au panier. Donc en fait, on a ça qui a toujours été présent. Et de l'autre côté, la série de playoffs a été peut-être un peu marquante pour beaucoup parce que les Wolves, quand il n'y a plus Mike Conley titulaire, quand il n'y a plus Kat qui peut pas switcher, aucun des deux ne peut switcher. La différence entre 2024 et 2025 face à Doncic, c'est que d'un coup on peut se mettre à switcher parce qu'on a DiVincenzo qui peut switcher, parce que Nasrid ou Randle ils peuvent switcher. Donc on passe en switch all et tiens, Luka Doncic, alors il va en marquer parfois des paniers face à Gobert parce que c'est Luka Doncic. Mais en fait, si on a pu aussi passer assez facilement sur le début de série à ce point sur du switch all, c'est aussi parce que Gobert est largement capable. Donc là encore, je pense que ça fait partie c'est pas un narratif, mais par rapport à son attaque qui est mauvaise, ça c'est vrai. Par contre, sur la défense, je pense qu'il y a peut-être une partie du public qui a manqué à quel point
à quel point c'est plus du tout le joueur il pouvait être un peu 2017, 18, 19, ce côté juste la tour Eiffel dans la raquette et qui bouge pas trop, quoi. Donc là-dessus, le Switch est aussi devenu, pas niveau Draymond, mais quand même très solide. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça reste, enfin, c'est déterminant pour les Wolves. Il y a évidemment l'aspect statistique que t'as évoqué. J'avais vu aussi sur les lay-ups et les dunks, les adversaires tirent à 57% quand il est sur le parquet et à 62 quand il est pas là. Donc c'est quand même, tu vois, c'est quand même impressionnant. Ouais, cet aspect dissuasif aussi. Il y a pas que les contre-réalisés et le pourcentage de tirs manqués ou réussis. Il y a cette présence qui est toujours aussi importante et impressionnante et qui fait qu'on peut toujours prendre en considération l'attaque et se dire bah non, on peut pas le classer dans tel range parce que c'est trop faible en attaque. Mais en même temps, il apporte tellement défensivement que dans une équipe qui est, à nouveau, je le dis, hein, il faut que ce soit dans une équipe qui est fonctionnelle. On peut pas le mettre n'importe où. S'il joue dans une équipe qui est pas compétitive, son apport sera quand même moins intéressant, je pense. Là, dans une équipe qui a des forts attaquants, notamment Anthony Edwards, c'est hyper appréciable et sa valeur, du coup, elle reste, elle diminue pas tellement, je trouve, d'une année à l'autre dans le paysage NBA. Et même au-delà du côté bonne équipe, mauvaise équipe, même dans une bonne équipe, il faut les bons profils. Tu vois, je pense que pourquoi Mike Conley continue un peu de jouer beaucoup, pourquoi est-ce qu'ils sont allés le chercher aussi? Conley le connaît bien et en fait, Conley, il sait qu'il faut lui mettre des passes en l'air. Parce que le pire truc pour Gobert, c'était à l'époque les pocket passes les passes à terre là, comment il s'appelait, de D'Angelo Russell, qui lui faisait des passes à terre. Sauf que Gobert, il roulait au panier. Mais non, mais moi, j'aime pas avoir le ballon en bas parce qu'ensuite, je sais pas trop le relever en mouvement, etc. Alors que Mike Conley, non, mais je parle de ça, c'est parce que tu vois, Edwards développe aussi le passing. Edwards, il ne sert pas non plus de manière automatique, un peu en l'air comme ça. Donc même là-dessus, ça a l'air de rien, des micro-détails. Mais en fait, si, ça compte. À quel point est-ce que, au final, il n'est pas à l'aise sur du toucher, pas à l'aise sur la coordination avec la balle. Donc il faut aussi bien le servir là-dessus, quoi. Et donc c'est un point important. Mais tu vois, sur le côté sur le défense, coordination du corps, etc., je pense qu'il y a un peu un biais de stéréotypage, à mon avis. Parce que je pense que plein de monde dirait que, par exemple, un Wemby est beaucoup plus fluide, alors qu'en vrai, parce que tu sais, Wemby, il prend des pull-ups, il fait des drives, donc forcément, il est un peu plus moderne, quoi. Ouais. En vrai, pour moi, il y a encore une différence qui est assez significative entre quel point Gobert est un athlète qui est plus mature, donc c'est normal, il est bien mature, plus vieux, donc il y a un côté coordination et mobilité, et tu vois, surtout les changements de direction, faire pivoter les hanches, etc. Pour moi, Gobert est bien plus avancé là-dessus, donc sur des switches que Wemby qui en fait se sauve sur la seule longueur de bras. Mais comme Gobert, il y a un peu l'image du drop, du défenseur de drop un peu à l'ancienne, et Wemby, il y a un peu ce côté pull-up moderne, donc on se dit Wemby est quand même aussi bien sur switch. En fait, je pense que tu vois, si je devais choisir, et c'est pour ça que j'en parle aussi, mais sur switch, je pense que Gobert est mieux que Wemby dans l'espace. Mais alors, je parle de ça pour demander justement par rapport à Wemby ou Davis ou n'importe, dans la hiérarchie des défenseurs, où est-ce qu'on le met Gobert aujourd'hui, par exemple? Moi, je le mets toujours tout là-haut, en fait. Je le mets toujours tout là-haut. Parce que alors si on compare à tu veux le comparer à Davis, à Wembanyama, je suis d'accord sur ce que tu as dit sur Wembanyama. Alors, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'il est pas encore à maturité exactement physique. Il lui faut enchaîner les saisons et tout ça. Donc forcément, ce serait dingue qu'il soit déjà plus fort qu'un mec qui a été 4 fois meilleur défenseur de l'année et qui est encore l'un des meilleurs, tu vois. Et que même il se fait avoir sur le changement de direction, il est tellement encore plus grand et plus long qu'en fait, même s'il est battu au démarrage, il tend le bras et il se sauve en fait. Donc, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que l'an dernier, on savait que c'était un peu le duel de Deepoy. Entre Wemby, Gobert, qu'est-ce qu'on a encore, mais je pense qu'il est encore top 3, hein, mais il est peut-être plus comme à une certaine époque un peu le meilleur protecteur de panier de NBA. Je pense que c'est peut-être plus aussi unanime qu'il y a 2 ou 3 ans, quoi, tu vois. Ouais, donc, oui, probablement. Après l'attaque, oui, bon, pas besoin de développer, hein, pas trop de shoot, pas trop de rien. Cela dit, j'ai quand même dit beaucoup de choses très positives sur la défense. Oui, non, pardon, je voulais dire aussi, moi, pourquoi est-ce que je valorise aussi la défense? Parce que, comme je dis à chaque fois, pour moi, un point sauvé en défense, c'est comme un point marqué en attaque. Enfin, un point est un point. Ouais. Donc en fait, je vais modéliser, mais si les Wolves, ils ont un différentiel de... Comment est-ce qu'ils gagnent leur match? Ils créent un différentiel de genre plus 5 points par 5 possessions en positif, mais s'ils le font en étant plus 1 en attaque et plus 4 en défense, et que les plus 4 c'est de Gobert, tu compares ça à une autre équipe qui fait aussi plus 5 de différentiel au général, mais plus 4 en attaque, plus 1 en défense,
le crédit sur l'attaque, en général, on le donne à la superstar offensive. Et pourquoi on donnerait pas aussi le crédit à la superstar défensive, tu vois? Donc, en fait, pour moi, en un sens, si tu portes l'équipe en défense, un point étant un point, si tu es le moteur de la défense et que cette défense est le moteur de l'équipe, au final, c'est un peu la même chose. Mais en ayant dit tout ça, et malgré tout le bien que j'ai dit sur la défense, je pense qu'on peut pas, par rapport à sa saison 2025, on peut pas passer à l'as le fait qu'il a quand même moins joué. Tu vois, notamment les fins de match, Nasri était sur le terrain et Randle était sur le terrain parce qu'il fallait un peu des line-up offensifs. Et encore en régulière, ça se voit moins parce qu'il était encore à 33 minutes par match, je crois. Mais tu regardes en playoff, sa chute, il est à 27 minutes en playoff. C'est quand même beaucoup, hein. Mais c'était jamais arrivé dans sa carrière. Et malgré une attaque qui a toujours été au même niveau, c'est-à-dire nulle, ben même avant, il jouait 33, 34, 35 minutes en playoff. Donc là, malgré tout ce que j'ai pu dire et la valeur que je donne à la défense, je me dis, c'est peut-être pas négligeable cet aspect de, mine de rien, l'attaque l'a un peu mis sur le banc cette saison, quoi. Donc c'est pas rien en fait. Oui, puis après on peut peut-être considérer qu'il y a potentiellement un petit déclin aussi à un moment. Il va faire quoi? Il va faire 33 ans. Après, il y a aussi la dynamique au sein de l'équipe, un peu de politique probablement sur le fait de donner de l'importance à Nasri. Il y a José Randle qui fait une super saison, qui vient d'arriver, qu'il faut mettre dans les meilleures conditions. Bon, là, je spécule, je suis pas dans le vestiaire des Timberwolves, mais c'est factuel, hein. T'as raison, il a moins été utilisé. Je considère quand même que c'est sans doute pas parce que sa défense est moins bonne, mais peut-être qu'il y avait besoin de plus d'attaques à ce moment-là et que Chris Finch a fait plus confiance à d'autres. Donc, peut-être que Rudy va être amené à jouer moins maintenant, hein, sur la dernière phase de sa carrière. Alors, je lui souhaite de jouer le plus longtemps possible, hein, mais, t'as raison, c'est à prendre en compte aussi, le nombre de minutes qu'il est, capable de jouer dans des contextes très très compétitifs, très très chauds, ça peut entrer en ligne de compte aussi, ouais. Parce qu'il est pas moins transcendant en défense, mais c'est peut-être la première fois de sa carrière où un coach dit non, je préfère faire jouer un autre un peu plus en attaque, quoi. Et donc ouais, c'est un peu notable. Mais alors dans le classement, alors avec tout ce qu'on a dit, où est-ce qu'on met ce Rudy Gobert? Où est-ce qu'on met Rudy Gobert? Donc si on prend sur notre fameuse brochette de pivot là, qui sont à la fois des très bons défenseurs et des attaquants efficaces dans leur registre. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Bon, Jarrett Allen, c'est proche du cercle. Miles Turner, c'était sur le tir à 3 points. Est-ce que Gobert, le fait qu'il soit aussi inexistant en attaque, ça le placerait plutôt derrière, non? On peut imaginer. Je pense que l'argumentaire, ce serait de dire que les intérieurs là sont quand même tous plus à l'aise en attaque. Ouais, y compris un Jarrett Allen, tu vois. Un Jarrett Allen, pour moi, n'a pas de shoot, mais largement plus viable offensivement. Par contre, c'est vrai que les autres ont un shoot. De l'autre côté, on peut dire aussi que Gobert est encore plus transcendant en défense. Que Jarrett. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça, de dire c'est pas juste, tu vois, Turner ou Jarrett Allen, ou même Gordon et Porzingis, c'est des 7 sur 10 en défense, 8 sur 10. Gobert, c'est quand même un 10 sur 10, quoi. Donc, je pense que Gobert porte la défense des Wolves à un niveau où Turner ne le fait pas, Jarrett Allen ne le fait pas, et Porzingis non plus. Donc, là-dessus, là encore, sur à quel point tu es de l'équipe, c'est un peu ça la valeur. J'ai l'impression que la défense est mieux, mais après, comment est-ce qu'on juge cet écart entre certains sont mieux en attaque et d'autres en défense, quoi. Ouais, peut-être que on est à peu près là-dedans, alors, dans ce groupe-là. Ouais, je dirais ça après, devant ou derrière, mais peut-être dans ce groupe-là quand même, ouais. Encore. À quelle place Tiens, si on a noté sa défense 10 sur 10 et celle des autres 7-8, si lui son attaque elle est à quoi, à 3? Ouais, 2-3 et les autres ils sont à 6, quoi. 6, donc c'est vrai. Ça leur donnerait un petit avantage, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc ça peut se faire, ouais. Ok, donc au niveau de ce groupe-là, ok. Très bien. Ça me fait bizarre de voir, moi, des Tyler Herro devant. Après, sur l'exercice de la saison, ça pèse, ok. Mais tu vois, il y a un autre big dans le classement qui s'appelle Sabonis. Sabonis, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire un bon plafond offensif et la défense que des compromis. Et je pense que Gobert t'apporte plus en défense que Sabonis ne t'apporte en attaque. Gobert, quand il est sur le terrain, t'as la meilleure défense de NBA. Où il participe à 80% à avoir la meilleure défense de NBA ou pas loin. Sabonis, c'est une attaque sympa, mais c'est pas une des meilleures attaques de NBA, quoi. C'est juste que t'as un point forward un peu qui peut-être. Ouais, c'est pas simple. Et sans doute qu'il te coûte plus de points en défense que Gobert, parce que Gobert en attaque, il peut juste ne rien faire.
Sabonis en défense. Ou c'est peut-être Sabonis qu'il faudra reclasser un peu à la baisse, tu vois. Non, mais mettons Rudy Gobert ici, il n'y a pas de problème. Mais ok. C'est peut-être Sabonis, il faudra réfléchir alors. Très bien. Eh bien, alors, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 11 avril 2024, sur la toute fin de saison. Je me suis dit, action marquante, c'est quoi pour lui? C'est un hookshot. J'ai trouvé un hookshot de Rudy Gobert. Hookshot contre les Brooklyn Nets le 11 avril. On va s'amuser. 11 avril, hookshot contre les Nets. Qui est sur le terrain? Qui est sur le terrain? Anthony Edwards? Edwards, oui. Edwards, tu parlais de Mike Conley tout à l'heure, peut-être Mike Conley? Non, c'est pas lui, non. C'est pas lui, alors c'est Nickeil Alexander-Walker? Non plus. Non plus. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait C'est un joueur en défense, c'est l'enfer. L'enfer de Dante, ok, donc Dante DiVincenzo? Exactement, l'enfer de Dante DiVincenzo. Qui j'ai pas cité, Randle? Pas Randle, c'est l'autre. C'est l'autre, McDaniels? Exactement. Et on est à quoi, 4? Et il manque un autre pivot, un autre intérieur. Il manque Nasrid? Exactement, Nasrid. Okay. Et alors maintenant? C'est quel adversaire en face du coup? C'est les Brooklyn Nets. Brooklyn. Oh là là, le Brooklyn de fin de saison, mon Dieu. Attends, on va y arriver, on va en sortir quelques-uns. Il devait y avoir... Alors il y en a un, vas-y, je vais t'aider directement parce qu'il n'y a pas de joueur majeur. Il y en a un, c'est un club de foot anglais. C'est toi, Trendon Watford. Exactement. Waouh, tu l'as eu du premier coup, bravo. Ouais, fan de foot quand même, voilà. Ah ben alors j'enchaîne. Il y en a un, il a qualifié l'Angleterre sur un coup franc contre la Grèce. David, c'est le coup franc de Beckham. Ouais, je te le compte. Big Man. Oui, voilà, c'est ça. C'est Rhys Bigman, je sais plus exactement, mais ça compte. Il y en a un, il joue en vert. Proche de Lyon. Il joue en vert à Saint-Etienne. Tyson-Etienne, ouais. Exactement, bravo. Waouh. Alors tu me surprends. Je t'aurais accordé Etienne juste. Il y en a un autre, il était à Gonzaga. Vrai indice, hein, c'est pas un jeu de mots. Il était à Gonzaga. Oui, bien sûr, non, je vois très bien. C'est Drew Timme. Exactement. Et le dernier, c'est un ancien lycéen star qui, je crois, est passé par Duke, mais ça a jamais rien. Jalen Wilson. Non, pas Wilson, l'autre. Non. Qui c'était? Je l'aimais bien à Duke en plus. Derrick Whitehead. Exactement. Bah dis donc, alors là, 5 sur 5 au niveau des Nets. Je m'y attendais pas. Bravo. On aime bien les joueurs hipsters un peu. Impressionnant ce masterclass sur les joueurs hipsters. Bah dis donc, je suis ébloui. Cinquième et donc dernier joueur du jour, Jason Tatum, 36 minutes par match, 72 matchs cette saison 2025, 27 points par match, 6 assists, 9 rebonds. Pas mal, hein, 6 assists, 9 rebonds, je pense qu'on va en reparler notamment du playmaking. 31% d'usage, donc la barre symbolique des 30%, il l'a passé, la barre symbolique des stars. Efficacité à peine plus 1 relatif à la moyenne, donc un peu dommage, un peu plus bas que d'habitude, mais c'est quand même pas mal tout de même. Pour te lancer, on était quand même avant la blessure de playoff, qui ne compte pas puisqu'on a évalué la saison. On était sur simplement un des meilleurs joueurs de NBA en fait. Hein. Tout simplement, je pense que c'est aussi simple que ça. Le côté playmaker. Alors le classement. Le classement, c'est le côté playmaker dont tu as commencé à parler est très intéressant parce que ça a été un développement dans son jeu au fil des ans. Il a vraiment travaillé cet aspect-là et là, il y avait vraiment ce côté playmaker supérieur, je trouve, qui est impressionnant chez lui, qu'il a ajouté à sa panoplie. Ses stats à la passe sont en hausse. L'adresse était toujours bonne alors qu'il avait un rôle vraiment prépondérant en attaque. Moi, j'ai pas énormément de choses à dire sur lui, hein, alors, à part la tristesse de la fin de sa fin de saison. Ouais. Mais sinon, je trouve que c'est un joueur tellement complet et qui pourtant déchaîne pas les passions, tu vois. Mais il sait faire tellement de choses que c'est un joueur élite tout simplement. Hein. Pour dire le truc notable pour la saison, c'est l'efficacité qui est différente. Il était, tu vois, depuis 2-3 ans, plus 2%, plus 4. C'est pas mal, hein, plus 4 pour un tel volume. Là, on est redescendu à plus 1. Bon, c'est pas non plus un écart énorme, mais comment est-ce qu'on explique un peu ça ? En fait, on est sur une très légère panne à 3 points où il est seulement à 35 plus que 38. Voilà, et le drive un peu
il va pas chercher autant de lancers francs que les années passées. Il y a un indicateur qui s'appelle le shooting foul, le percentage, à quel point tu provoques des fautes sur des drives, sur des tentatives de tir, donc pas que tous les lancers francs en général, mais précisément sur des tentatives de tir, donc la vraie provocation. Il a 11% là-dessus, alors que d'habitude il est autour des 13, 14, 15. Pour dire, l'échelle va à peu près de 5 à 20. Donc 11, on est moyen, on est bien, mais il se rapprochait parfois un peu plus du bon, voire du très bon. Donc voilà, là-dessus, je sais pas trop comment le dire, je pense même pas que ce soit significatif comme différence, mais il faut quand même le noter. Par contre, le vrai truc notable, tu en as parlé, c'est le playmaking. Et j'ai un souvenir, oui, cette saison, ça a vraiment bien été testé. C'était une des satisfactions de la saison pour moi. Les pick and roll de Tatum, à quel point est-ce qu'on a un peu insisté là-dessus, notamment ça a commencé un peu fin décembre et début janvier, ils enchaînent pas mal de gros chocs, et notamment il y en a un à Minnesota qui est assez marquant, où plein de pick and roll. Juste après, tu sais, il y a le méga choc de début janvier contre OKC également. Il y a plein de pick and roll contre Houston juste avant, la veille aussi, pas mal de pick and roll. Contre Cleveland ensuite, les chocs contre les Cavs. Enfin, ça a vraiment été un thème pour moi de cette deuxième partie de saison, de à quel point on a un peu insisté là-dessus. Même, il y a des fois où du coup, quand il le faisait pas, tu te disais, bah mince, c'est un peu l'attaque des Celtics qui ronronne, isolation, recherche de mismatch, juste un contre un, on obtient un switch, on va l'attaquer avec un pull-up un peu nul par-dessus. Bon, ça c'est ce qu'on n'aime pas, même pas trop, parfois la caricature de ce jeu-là, alors que le pick and roll, tu vois, débloquer des choses. Le pick and roll pouvait débloquer 2 joueurs sur Tatum, et donc la passe vers le pick and pop, la passe vers le pick and roll, le décalage par-ci, par-là, et donc ce décalage pourrait être exploité et amplifié pour donner à la fin un catch and shoot, un lay-up, un cut au panier, etc. Alors que juste, tu sais, le côté recherche de mismatch, et lui, il est pas étranger à ça. Hein. Mais le mauvais Tatum et le mauvais Boston, pour moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, allez, on va chercher le switch, et plutôt que d'attaquer le switch en drivant jusqu'au panier, on va juste prendre le pull-up à 3 points par-dessus, et ça, c'est ce que j'aime moins chez lui par moment, quoi. C'est son côté Kobe, fan de Kobe. C'est ça, ouais. Non, mais t'as raison, le playmaking, je crois que c'est Joe Mazzulla qui en parlait c'était un peu avant sa blessure, je pense, hein, mais on lui avait parlé de son playmaking, il avait dit, mais la vérité, c'est qu'il fait ça depuis longtemps, ce qui est vrai, il avait commencé à vraiment développer cet aspect-là, mais là, maintenant, l'attention qu'il génère et la manière dont il y réagit, la vitesse à laquelle il y réagit, c'était sans précédent pour lui, je trouve. Et il a une meilleure compréhension globale du jeu, j'ai l'impression, tu vois, que ce soit même en défense d'ailleurs, parce qu'il y a le playmaking défensif qui est à signaler aussi, je pense, qui est vraiment très bon chez lui. Il arrive à mieux manipuler le jeu quelque part, si on peut dire ça comme ça. Et c'est devenu un joueur globalement très fort, je trouve. Il y a l'adresse qui a un peu chuté, t'en avais parlé, mais vraiment ce playmaking est ultra prometteur, notamment pour quand il pourra revenir, il pourra s'appuyer là-dessus aussi, tu vois, parce qu'on sait que surtout cette blessure là, tendon d'Achille, parfois ça sur des gros scoreurs, ça a eu des effets assez néfastes malheureusement. S'il peut compenser une éventuelle baisse de production, d'adresse, de tout ce que tu veux, par ce playmaking qui est vraiment en progression, je pense que ça l'aidera à revenir au meilleur niveau. Et en plus, tu vois, pour la défense aussi, on n'a pas trop parlé encore, mais on parlait avec Alex de Trash Talk, je crois que c'est l'épisode numéro 1, on parlait de Giannis. Il disait, mais c'est qui est meilleur que Giannis en two-way player, quoi, parmi les stars. On cherchait, et en fait, je me demande si Tatum n'est pas secrètement soit numéro 2, soit presque numéro 1 avec Giannis. Alors Giannis, il y a un côté flashy, encore plus, quoi, un côté protection de panier, athlétique, très grand. Mais en vrai de vrai, ça discute. Je pense que Tatum est pas loin ou aura égalité, je sais pas, mais quand on parle un peu de tu vois, pourquoi est-ce que les Celtics aussi ont une défense d'élite parfois sans Porzingis, il est très bon, hein, il peut être quand il est déployé en deuxième rideau, Porzingis c'est très sympa, mais on a vu qu'il a manqué la moitié des matchs et que ça gêne pas, mais pourquoi? Parce que la défense des Celtics, c'est aussi un quadrillage collectif. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est meilleur que Tatum défensivement, parce que le quadrillage off-ball, il est génial avec ses très longs bras. Donc en fait, quand tu as un drive de SGA, par exemple, SGA qui va attaquer Derrick White, bah, il peut pas driver main droite, parce que main droite, t'as l'immense Tatum qui est déployé en tête de raquette, donc l'espace est bouché. Il y a ça. Il y a le côté on-ball qu'on connaît aussi, donc il peut switcher et aller sur pas mal de postes. Et puis surtout, troisièmement, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il joue poste 4, entre guillemets, même si c'est pas un vrai poste 4 d'il y a 20 ans. Hein. Mais en fait, il défend les postes 5. Et c'est lui, sa capacité à défendre, tu vois, des Jarrett Allen, à défendre des mecs comme ça, qui permet que, en fait, Porzingis ne soit pas sur le ballon, sur le poste 5, et que l'attaque ne puisse pas attaquer Porzingis sur pick and roll en mode poste 1, poste 5, quoi. Tu sais, le pick and roll avec le pivot. Et en fait, Porzingis, du simple fait que Tatum soit assez grand, assez costaud pour défendre juste assez des Jarrett Allen sur le poste bas occasionnel ou quoi que ce soit,
ça permet de déployer complètement Porzingis off-ball. Juste, abandonne le mec, on te met sur un petit non-shooter et toi, tu restes autour du panier, quoi. Et ça, pour moi, c'est un peu une valeur structurelle que t'apporte Tatum et qui est assez géniale, quoi. Donc, en fait, défensivement, je me demande si parmi les stars, c'est pas un des meilleurs défenseurs tout court, quoi. C'est sûr, je pense. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ça parce que son attaque a souvent été mise en avant, mais là aussi, il y a une constance et une fiabilité dans la défense. Il a quand même rarement il y a pas de trou d'air ou de période où t'as l'impression qu'il s'en fout. Enfin, il a l'air toujours assez égal de ce point de vue-là au niveau des efforts faits, au niveau de son niveau défensif tout court. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Et puis avec le niveau offensif plus le playmaking, on a quand même une palette assez incroyable chez ce joueur-là. Oui. Je suis d'accord. Et donc classement, où est-ce que je vois qu'on a Najee Marshall 30e. Où est-ce qu'on l'imagine alors? Là, par rapport à ce qu'on a là, je pense qu'il est dans la zone, il est au-dessus d'Haliburton, ça se joue avec Doncic et peut-être juste en dessous de Doncic ou autour, enfin. Top 3 alors. Top 3, ouais, je pense qu'il y a je peux rappeler le classement. Giannis numéro 1 pour l'instant, Doncic est 2, Haliburton 3, Brunson 4 et Booker 5. Ouais, c'est devant. Je suis un peu d'accord. J'étais un peu partisan de le mettre au-dessus du chapeau. Pour moi, c'est un peu les mêmes. Ouais. Haliburton, Brunson, Booker. Parce que je pense qu'en attaque, ils sont quand même un peu au-dessus. Création collective, Haliburton, Brunson. Même Booker, un peu. Je trouve que sa saison est sous-estimée. Même si, bon, les Suns, on s'en fout. Donc. mais pour moi, la défense, c'est aussi quand même pas mal de choses. Et c'est pas une défense, juste un défenseur on-ball. C'est pas juste un défenseur du point d'attaque. C'est comme on l'a dit, une défense collective, quoi. C'est du off-ball, c'est de la protection de panier parfois, c'est des stunts, c'est le line-up avec Porzingis qui peut être off-ball, etc. Donc ça me va de le mettre au-dessus. Et après, jusqu'où est-ce qu'on va gratter? Est-ce qu'on passe Luka Doncic et sa saison un peu moyenne pour ses standards ou quand même pas? Là, si on repart du principe qu'il y a l'attaque et la défense, il serait peut-être au moins sur la même ligne que Doncic, peut-être, tu vois, parce qu'on parlait, tu me parlais d'Antetokounmpo, est-ce que Giannis c'est pas le meilleur two-way player de la ligue? Est-ce que c'est, si on considère que Tatum l'était cette année aussi, on pourrait presque le mettre à hauteur ou devant Luka, ça me choquerait pas particulièrement. Ça me choquerait pas, mais je crois que je suis plus à l'aise de rester comme ça. Doncic numéro 2. Oui. Sur ton choix initial. C'est très bien. Parce qu'en fait, c'est une mauvaise saison de Doncic, mais une mauvaise saison de Doncic, ça reste stratosphérique, évidemment. Parce qu'on l'a pas dit, mais il y a des progrès au playmaking. Doncic est l'attaque de son équipe. Là où Tatum ne l'est pas, quoi. Ne l'est pas totalement. Mais après, ça peut s'imaginer, hein, franchement, de mettre Tatum devant Doncic pour la saison, mais bon. On a à peu près le même chapeau, en tout cas. C'est un peu l'idée, je pense. Mais ok, très bien. Et alors, petit quiz pour terminer. L'action qui a changé le cours de la saison des Celtics, le point de bascule, ils avaient une période un peu creuse. Et finalement, après ce dunk contre Washington le 15 décembre 2025, tout est reparti. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk de Tatum contre les Washington Wizards? Alors, on doit avoir Jaylen Brown. Brown n'est pas là, non. Il est pas là. D'accord, ça commence bien. Il n'y a pas de Jaylen Brown. Il va voir Porzingis. Non, peut-être pas. Il n'est pas là, non. Voilà. Derrick White, allez, un mec qui joue tout le temps. Oui, Derrick White il est là, tout le temps. Derrick White, Jrue Holiday. Jrue n'est pas là non plus. Il y a quelqu'un de très très vieux. Alors Ford, donc? Non, encore plus vieux. Encore plus vieux qu'Alor tellement Ford. vieux que c'est un pépé. Ah, Peyton Pritchard, bien vu. Exactement. Peyton Pritchard, ce qu'il y avait l'ami Luke Cornette, peut-être. Oui, tout à fait. Cornette. Et ensuite, bon courage. Ensuite, pour compléter le line-up. Sam Hauser. Exactement, tout à fait. Sam Hauser. Et côté Washington alors? Ouh là là. Oh, remarque à ce stade de la saison, ça devait encore aller. Bon, donc on va faire les Français. Alex Sarr. Pas sur le terrain à ce moment-ci. Évidemment. Bilal Koulibaly était là? Oui, Koulibaly est là, oui, tout à fait. Très bien. Jordan Poole? Non, pas Poole, non. Alors pas Poole, mais en parlant de piscine, quelqu'un qui fait des bulles, ou qui aime bien les bulles. Champagny, et dont je sais jamais. Exactement, si Champagny, ouais. C'est Julien ou Justin, je sais plus lequel des deux, mais Justin peut-être. Je t'accorde Champagny, non. Mais oui, tout à fait. J'ai eu peur que tu me sortes un joueur de West Ham du coup, vu que avec les références foot, mais les petites bulles, mais non, c'est bon. Qui peut y avoir d'autres? Bob Carrington. Bud est là, ouais, tout à fait. Carrington. Et il me manque, qu'est-ce qu'il me manque? S'il n'y a pas Sarr, il y avait l'autre qui était venu prendre un chèque avant de se faire échanger. Valanciunas. Exactement, Valanciunas, tout à fait.
Et le dernier, c'était l'idole de la France, de rock des années... encore un Johnny. Ouais. Encore un Johnny. Alors, celui des Wizards, c'est Johnny Davis. Exactement, Johnny Davis, qui s'est fait échanger, couper, je crois d'ailleurs, depuis. Un petit bust Johnny Davis, malheureusement. Mais voilà, Valanciunas, Bud, Champagny, Koulibaly et Johnny Davis, voilà qui est sur le terrain au moment de ce dunk qui passe en boucle actuellement, même sur ESPN en ce moment. Donc je fais petit récapitulatif. Donc on a parlé de Tatum aujourd'hui, qu'on a inséré à la 3e place entre Doncic et Haliburton. On a parlé de Rudy Gobert aussi, qui est dans ce groupe de pivots avec Turner, Allen, Gordon, Porzingis. Mince, où est-ce qu'il est? Oui, ben non, ils sont à côté. Paul George et Scottie Barnes, les deux, qui ont été insérés autour de la 20e, 22e place à peu près. Quand j'aurais fait le classement, j'aurais mis les chiffres à côté, je veux dire. Et puis Harrison Barnes, plutôt dernier tiers du classement, qui est entre Najee Marshall et Dante DiVincenzo. On est à là, autour de la 35e place à peu près. Donc voilà, on a un top 40 après 8 épisodes d'un top 40. En tout cas, je te remercie beaucoup, Shai, pour ton titre de MVP déjà, pour Oklahoma City. Merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab pour ce top 100 encore. Merci Guillaume, merci, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour encore une série. C'est vrai que le cas Gobert, je pense, peut faire parler. On l'a mis, je trouve, un peu bas par rapport à ce que moi j'aurais pu projeter. Mais voilà, c'est aussi le but d'un classement participatif, c'est qu'on prend un peu les avis de tout le monde et après on ajuste. J'essaie d'être moi un peu celui qui fait le lien entre tous les intervenants. C'est vrai que voilà, il y a ce truc aussi de si on faisait le podcast à 2 ou à 3, on faisait les 100 noms à 2 ou à 3, forcément on aurait plus de continuité parfois entre les épisodes, mais c'est ce qui est intéressant, ce qui est aussi très cool je trouve de recevoir plein de monde de plein de médias différents. Et puis voilà, le classement en vrai on s'en fiche, j'ai un peu un prétexte pour parler avec plein de gens, ça c'est quand même le truc qui est intéressant je trouve. Donc bref, le classement, n'hésitez pas à venir en discuter si ça vous intéresse, de venir débattre ou donner votre avis. Et sinon, on va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle QV. Et la prochaine QV, demain, normalement, on se retrouve pour une QV avec Kawhi Leonard, le cas spécial Dylan Brooks, Devin Vassell, DeMar DeRozan et Chet Holmgren. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Shai d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.